À coup de pourquoi. Écoutez bien, ici, les spécialistes de la résilience, les survivants du cancer, vous racontez leur traversée, leurs chocs, leurs peurs, leurs espoirs et leurs choix face à cette maladie qui les transformera à tout jamais. Sandrine, j'ai 56 ans, je suis directrice de production dans l'audiovisuel, je suis mariée, j'habite en région parisienne, j'ai eu un cancer du côlon de stade 3. Bonsoir Sandrine. Bonsoir. Je suis bien émue de t'avoir en face de moi parce que tu as fait partie de mon parcours de reconversion professionnelle que j'aime tant. On s'est connus parce que tu étais ma prof de radio et même de podcast il y a 6 ans à l'INA. Et avec toi, pour cet épisode, on célèbre les 5 ans du podcast À coup de pourquoi. Ce podcast qui, je l'espère, vous aide, chères auditrices, autant qu'il m'aide moi à traverser cette épreuve si forte, si difficile qu'est la maladie du cancer. Alors Sandrine, je pensais pas qu'un jour tu serais à mon micro pour avoir subi également cette maladie. Merci beaucoup d'être venue ce soir partager ton histoire. Avec plaisir. Pour commencer, évidemment, la première question, comment ça va Sandrine ? Ça va très très bien, parfaitement bien, je suis en pleine forme. Tout simplement. Tout simplement. Explique-nous, s'il te plaît, comment cette histoire a commencé, comment cette maladie est rentrée dans ta vie. Explique-nous l'annonce. D'abord, il y a un postulat de départ dont je veux vraiment parler parce que c'est une énorme bêtise que j'ai faite et si ça peut permettre à d'autres de pas la faire, franchement, au moins ça ne servira pas à rien. C'est-à-dire que je faisais partie de ces gens qui trouvaient qu'on en faisait trop avec le cancer, qu'on dépistait trop, qu'on analysait trop, qu'on traitait des choses qui, en fait, d'une certaine manière, se seraient gérées toutes seules. C'est complètement faux, c'est une idée complètement stupide. Et si je n'avais pas eu cette idée, ça m'aurait évité bien des problèmes. Et ensuite, il faut remonter en 2022, en avril. J'ai eu une espèce d'intoxication alimentaire, pas très très grave, mais qui me donne un trouble du transit. Qui traîne pendant 2-3 semaines et subitement, je découvre du sang dans les selles. Mais vraiment, c'est très présent, il n'y a pas de doute sur ce que c'est. Je me dis bon OK, on verra, c'est pas grave et les semaines passent, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça continue toujours donc je décide d'aller voir ma généraliste qui me dit bon, on va attendre un peu, elle me donne des espèces d'antifongiques et on fait le point dans 3 semaines et si ça va pas mieux, il faudra passer une coloscopie et aller voir une gastro. Alors moi, coloscopie, j'étais hémétophobe, à savoir avec une phobie suprême de vomir. Et la coloscopie, on m'a tellement dit de trucs horribles à son sujet, c'est-à-dire qu'il fallait ingérer un nombre de liquides absolument infects. Qui pouvait me faire penser qui rendait malade. Je m'étais dit, la coloscopie, non, c'est jamais quoi. Je repars avec mon petit traitement, les choses ne passent pas, je reviens 3 semaines plus tard. Donc là, on est déjà en juin, ça a commencé en avril. Elle me dit, faut voir une gastro. Donc je prends rendez-vous, j'ai un rendez-vous en septembre. Je passe un été un peu avec un bout du cerveau qui s'en fout, un bout du cerveau qui quand même voit qu'il y a toujours ces symptômes, qui ne bougent pas. J'essaie d'aménager un peu mon alimentation, je buvais beaucoup de Coca Zéro, je supprime, ça va un peu mieux, tu vois, mais... En alerte donc. Oui, un peu en alerte. Tu en parles ? Non, j'en parle pas, non, pas trop, non. Bon, puis en même temps, c'est quand même un sujet dont tu parles pas, en vrai. C'est un peu intime, quoi. Tu vois. Ouais, complètement. Tu dis pas, oh, tiens, au fait, tu sais pas quoi. Et donc, on arrive en septembre, où j'ai rendez-vous avec la gastro-entérologue qui me dit, je pense que c'est pas grave. Il faudrait faire une coloscopie de principe, mais il n'y a pas d'urgence. Aujourd'hui, quand je relis le compte-rendu de la gastro-entérologue, je ne sais pas ce que je lui ai dit exactement, mais je pense que j'ai minimisé à fond pour essayer d'éviter cet examen. D'accord. Parce qu'en fait, le compte-rendu correspond pas du tout aux symptômes que j'avais. Du style, juste Du style, il était mis sans sur le papier, alors que j'en avais jamais eu. Elle l'a pas inventé. Bref, je sors de cet examen et la seule chose qui s'imprime dans mon cerveau, c'est il n'y a pas d'urgence. Et donc, je lui avais dit, ça veut dire quoi, il n'y a pas d'urgence ? Elle m'avait dit, il faudra faire une coloscopie d'ici la fin de l'année. Donc, autant te dire, j'avais toute la vie devant moi, quoi.
Donc la fin de l'année arrive, il y a pas d'urgence, ça peut attendre, enfin tu vois, on peut attendre 4 mois, on peut attendre 5 quoi, tu vois? Puis, Mais tu l'as dans la tête quand même. bah, bien sûr que je l'ai dans la tête parce que les symptômes sont toujours là. Bien sûr. Et donc le temps s'écoule, il y a pas d'urgence, j'ai plein de raisons à il y a pas d'urgence, plein de mauvaises raisons qui sont, j'ai trop de boulot, puis, j'ai envie de changer de boulot, mais il y a pas d'urgence, j'ai trouvé un nouveau boulot, il y a pas d'urgence, je suis en période d'essai, il y a pas d'urgence. Donc on est parti d'avril 2022, on arrive en novembre 2023. Waouh! 1 an et demi plus tard. Et c'est là que le cerveau est quand même fantastique. Je reçois par la poste un test hémoculte. C'est ce qui permet de détecter s'il y a du sang, dans les selles Mmh. et qui est la première étape de détection d'un cancer du côlon. Alors attention, c'est pas parce qu'on a du sang dans les selles qu'on a un cancer du côlon, Mmh. mais en l'occurrence, c'est ce qui pousse, à faire plus d'examens. Et je me dis avec la plus grande innocence: «Mais je vais faire ce test!» Alors qu'il y a pas de doute. Non! En fait, c'est assez étonnant parce que à partir du moment où j'ai accepté de faire, ce test et de rentrer dans un engrenage, il y a quelque chose quand même qui a changé dans mon Mmh. cerveau. Mmh. Je partais en vacances à ce moment-là, je me suis dit: «Ah, je vais faire le test en rentrant, je veux pas me bousiller mes vacances». Donc je le fais en rentrant, le test évidemment revient positif et je prends donc, rendez-vous pour une coloscopie. Donc on est en décembre et j'obtiens un rendez-vous le 4 février 2024. On Donc parle de 18 mois après pratiquement. c'est ça. Et là, très honnêtement, je sais. C'est-à-dire, je me mens plus à moi-même, Mmh. quoi. Et je sais qu'un jour, j'étais en voiture avec mon mari et je lui dis: «Tu sais, je pense que vraiment il se passe un truc, en fait». Lui, il s'en souvient pas. J'ai embauché une nana, enfin une chargée de prod, au mois de décembre de cette année-là. J'ai fait exprès de prendre la plus expérimentée parce que je me disais: «Si jamais il y a une embrouille, elle pourra gérer». Ah là là, ça fait froid dans le dos, hein. Oui. Et je me souviens de Noël où j'étais, à Bruxelles dans ma famille et j'avais regardé tout le monde en me disant: «Pas sûr que l'année prochaine soit pareil». Mmh. Donc voilà, j'arrive à cette fameuse Mmh. coloscopie, je fais la préparation qui, en fait, n'est pas si, grave que ça. Ça se passe bien? Oui, ça se passe bien, puis il y a des nouveaux produits maintenant qui sont, facilement, ingérables Mmh. et je sors de la coloscopie, je vois donc, la gastro qui me dit: «Vous aviez un polype». C'est probablement lui qui saignait, qui faisait 1 centimètre. Donc là, je fais: «Oh waouh, fantastique, 1 centimètre, c'est rien 1 centimètre». Elle fait un peu la grimace. Je lui dis: «Qu'est-ce qui va se passer ensuite?» et elle me dit: «Je sais pas». Donc elle me dit: «Ça part à l'anapath, c'est-à-dire à l'analyse et on aura les résultats dans 15 jours». Et je sors de là, mais dans un état d'euphorie, tu vois? De genre, j'ai réussi à faire cette foutue coloscopie après 2 ans quasiment. Et d'un Heu, j'ai un polype qui fait que 1 centimètre. et de 2. Donc ça Voilà. va bien, quoi. Et puis surtout, il y a plus de saignement après ça. Et je fais une petite recherche, tu vois? Je vois qu'un polype d'1 centimètre, tu as à peu près 10 de risque, que ce soit cancéreux. Je me dis: «Non mais enfin, tu vois, je peux pas être dans les 10 quoi». Qui est dans les 10? Pas moi. J'avais beaucoup, beaucoup de boulot, donc franchement, j'y pense pas. Au Mmh. bout de 15 jours, je me dis: «Tiens, les résultats arrivent pas». J'appelle 1 ou 2 fois. Et j'appelle un matin, c'était un lundi, je me rappelle et je tombe sur la gastro. Donc elle me dit: «Ah oui, oui, on a eu vos résultats. Écoutez, il y a eu une suspicion de quelque chose, donc on l'a envoyé en deuxième lecture à Cochin. Mais vous prenez pas la tête, c'est juste une suspicion». Donc je raccroche un peu la tête prise quand même. Mmh. Mais pas complètement. J'étais en télétravail, à midi, je sors pour aller, chercher un sandwich et je vois le numéro de téléphone de ma gastro qui s'affiche. Donc je me dis: «Tiens, c'est pas son genre de m'appeler pour me souhaiter bon appétit» et en fait, j'étais au milieu de travaux, il y avait marteau-piqueur, tout ça et j'ai ma gastro au téléphone qui me dit: «Alors en fait, j'ai appelé le labo, il y a pas de suspicion, c'est cancéreux et on voudrait, avoir un peu plus d'informations sur la tumeur, donc c'est pour ça que c'est parti à Cochin». Et tu apprends ça sur le trottoir, au milieu des Ouais. marteaux-piqueurs, au téléphone. Franchement, je m'en fous. C'est pas un problème pour moi. C'est, téléphone, visio, tout ça. En plus, d'une certaine manière, ça m'arrange parce que je suis pas loin de chez moi et que je vais pouvoir me mettre dans ma bulle, tu vois, sans avoir affronté le monde. Mais quand même, ce moment, tu t'en souviens exactement, non? Oui, je me souviens de ça, mais je me souviens plus d'après, figure-toi. J'ai pris un grand coup de batte de baseball. En plus, j'ai dû m'éloigner. J'étais là: «Oh, qu'est-ce que vous m'avez dit? Oui, ça veut dire quoi? C'est cancéreux?» Et on fait une visio en fin de journée. Là, donc, elle m'explique où ça se trouve, et cetera. Elle me dit: «Très honnêtement, il est tout petit. Il y a une chance sur 2 pour qu'on ait même pas besoin d'opérer. En revanche, on va faire tout comme il faut. Vous Mmh. allez passer, un scanner où il y aura rien.
on refait une coloscopie dans un mois. Ok. J'ai tout gagné. Pour que je marque la cicatrice, pour que le chirurgien plus tard sache où opérer. Je lui pose la question, parce que j'avais un polype cancéreux, moi, encore jusque-là. Mhm. Là, je lui dis, est-ce que dans mon parcours médical, maintenant, je dois dire, j'ai eu un cancer du côlon? Elle me dit oui. Tu demandes vraiment une confirmation, en fait. Oui, et en même temps, je suis dans un drôle d'état, en attente. Pas sûr que ce soit grave, mais c'est cancéreux. Trop bizarre. Voilà. Mais il y a quand même un petit bout de mon cerveau qui sait depuis combien de temps j'avais des symptômes. Oui, c'est ça qui est inquiétant pour toi, parce Mais que oui, tu sais. mais personne ne le sait. Tu t'en ouvres le soir à ton mari? Oui, Comment oui, ça se bien passe? sûr, je lui dis, je minimise à fond, je suis à fond sur mon polype cancéreux, tu vois? C'est un polype, c'est rien et puis, je sais même pas si je dis cancéreux, je veux dire, j'ai un polype qui est pas terrible. Pareil, c'est ce que j'anticipe à mon boulot, en leur disant: «Peut-être je vais devoir me faire opérer». De toute façon, ils savaient que j'avais un examen médical à faire pour la première coloscopie. Je vais devoir en passer une deuxième, donc forcément, je vais devoir reprendre un jour et pareil, je minimise, mais vraiment pour tout le monde. Puis en plus, j'avais demandé à la gastro, mais donc il y aura de la chimio derrière parce que alors, en bonne hémétophobe, c'est quand même le truc qui me faisait le plus flipper, ou comme tout le monde, cela Même dit. sans être hémétophobe. Enfin, pour moi, c'est vraiment l'obsession avant toute chose. Et elle m'avait dit non, 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 pas de chimio, ça c'est sûr. Et en face de toi, quand tu minimises comme ça, t'as quoi comme réaction? Du coup, les gens, ils se mettent à ton diapason ou? Ah bah complètement, mon mari est ravi. Je veux dire, déjà, il est pas du tout du genre à aggraver les choses quand elles sont graves. Donc, quand on lui annonce que c'est pas très grave, il se prend pas plus la tête que ça, quoi. OK. Donc, je vais faire ce scanner. Je sors de là, je vois le médecin derrière qui me dit: «Bon alors, il y a des trucs partout». C'était assez violent ce moment. Mmh. Elle commence à me montrer les images 3D de mon foie où je vois des points dans tous les sens et elle me dit: «Vous avez une amartome biliaire», donc c'est des petits kystes un peu Mmh. partout dans le foie qui sont bénins et elle me dit: «Enfin, au milieu de ce bordel, comment est-ce que vous voulez que je vois s'il y a une métastase?» «Une méta quoi?» Je ne savais même pas ce qu'on venait chercher en fait. Pour moi, on venait chercher des ganglions. Donc elle me dit: «Puis vous avez une tumeur au niveau du rein, je pense que c'est bénin, un polype sur la vésicule biliaire». Enfin, il y avait des trucs de partout, des kystes dans l'autre rein. Et je lui dis: «Et les ganglions?» Parce que c'était ça qu'on était venu chercher. Elle m'a dit: «Ah non, 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 il y a pas de ganglions. Mais par contre, il faut que je passe des IRM de tout». Je sors de là, j'ai quand même un petit peu de mal à me souvenir qui je suis et où Ouais. j'habite. Alourdi, là. Ouais, c'est ça, je me vois encore dans le métro avec mon dossier de scanner, tu vois? Essayer de lire le truc. À chaque ligne des résultats, il était mis, à surveiller dans 1 an, passer une IRM, et il était mis un truc que je comprends pas trop qui s'appelle adénopathie, je sais pas ce que c'est. Voilà, donc je repasse la deuxième coloscopie, donc tout va bien au niveau de la coloscopie. Je vois la gastro après qui me dit, «Bon, on va voir ce qui va se passer». Je lui montre le compte rendu du scanner et là, elle me dit: «Adénopathie, c'est un ganglion, donc il faut opérer. Il y a plus de doute». Donc je le découvre comme ça, en fait. Je dis: «Tout va bien», mais en même temps, on ne sait jamais. C'est-à-dire même aujourd'hui, quand je passe des scanners, au niveau du foie, passer un scanner aujourd'hui me permet de valider que 4 mois avant, il y avait rien parce que Oui. c'est la voie lactée, mon foie. Tu sais si c'est stabilisé, quoi, en gros. C'est ça Après, il peut y avoir l'information. un petit point, au milieu de la voie lactée tu vois, qui est apparu et qui est un début de quelque chose et que Mmh tu peux mh. pas analyser. Et ce fameux PET scan, est-ce que tu en as passé Non, ou? alors en fait, d'après ce que m'a dit mon oncologue, c'est pas, usuel dans le cancer du côlon, OK. donc ça, j'en ai pas passé. Mais donc là, je prends les choses avec un peu moins d'humour quand Oui. même, faut quand même être honnête. Je commence un peu à me sentir, dans un autre monde, je bosse un peu, en sourdine, quoi. Ouais. Et de temps en temps, je sors de réunion, je me dis: «Oh waouh, j'y ai pas pensé pendant 2 heures», tu Ah oui, vois? d'accord, Oui, ouais. oui. Et donc je vois le chirurgien, j'arrive complètement, terrorisée, mes sœurs, me disaient: «Mais enfin, tu vas juste à un rendez-vous, en fait», et le chirurgien me dit: «Écoutez, franchement, il y a plus de 90 chances sur 100 que je vous opère pour rien. Vous serez peut-être la patiente dans l'année où je me trompe, mais franchement, j'ai des doutes». Putain, mais à chaque fois, on te minimise le truc, c'est Ouais, complètement dingue, mais à parce chaque que c'est un fois. polype d'1 centimètre Mmh. et qu'ils ne savent pas que ça fait 2 ans que j'ai des symptômes. D'accord. Je sais pas combien il a de patients dans l'année. D'accord, j'ai été dans les 10% du polype. Je vais pas être la patiente dans l'année où il se loupe, tu vois? Ça fait trop, là. Juste, c'est pas possible, quoi. Donc je sors de là quand même assez détendue, même si l'opération me fait flipper. Il me dit, il y a un petit risque de stomie. Stomie, c'est une poche, Mmh mh. provisoire. Mmh.
Vous la garderez 6 semaines, si jamais il y a, mais il me dit: «Je pense que ça devrait aller» et en plus, je me fais opérer par robot, ce qui est beaucoup, beaucoup plus précis donc je me dis: «Bon, enfin, la stomie, normalement, j'y irai pas droit, quoi». Je rappelle que la stomie, c'est donc, comme tu disais, une poche provisoire pour, une sorte de Dérivation des selles. C'est pour protéger la cicatrice, en fait. Tout ça, c'est quand même des éléments un peu perturbants parce que stomie, bon, transitoire, mais ça révèle quelque chose pour toi? En plus, j'ai un copain qui, dans l'hiver, avait eu une stomie pour une autre Mmh mh. raison. Il m'avait dit pour moi, ça a été le cauchemar et après coup, je réalise que c'était rien du tout et je m'étais dit: «Moi, de toute façon, si j'ai ce truc-là, je vais pas me prendre la tête avec ça. Je Mmh. je refuse de me prendre la tête avec ça». Mais il faut quand même dire, c'est ma grande peur, c'est vomir. C'est Tout le reste est dérisoire. mais un petit peu, enfin, tu vois, ça paraît complètement dingue, mais il y a quelque chose de cet ordre. Tu parles au passé, c'est-à-dire que toute cette expérience, tu me diras après, mais finalement a changé un petit peu ta peur, c'est ça? Évidemment. Oui, OK. c'est ça. C'est-à-dire que vomir, c'est pas si grave. Enfin là, je disais tout ça en souriant, mais enfin et puis à l'extérieur, c'est toujours resté comme ça et d'ailleurs, ça m'a été confirmé par mon mari parce que je lui ai demandé il y a peu de temps, est-ce que j'étais très chiante pendant cette période? Et il m'a dit: «Non, pas du tout, d'ailleurs, tu aurais pu l'être plus», donc je Mmh. regrette. Ça t'aurait soulagé peut-être. Non, ça m'aide de prendre les choses, avec humour Mmh. et donc en fait, l'opération arrive. Là, je suis un peu, je suis le soir dans ma chambre, j'ose pas bouger, enfin puis en plus le lendemain matin, je dois faire une douche à la bétadine. Il y a pas d'eau chaude, il est 6 heures du matin, donc je me fais une douche à l'eau glacée, tu vois, avant l'opération. Je suis là, je regarde tout le monde, et un souvenir extraordinaire de la salle d'opération. Mmh. En fait, la salle d'opération, elle est au 4e étage, Mmh. à Ambroise Paré où je me suis fait opérer et c'est immense. Et j'avais l'impression d'être dans une salle de gym sport, tout ça. Il y a des baies vitrées, c'était rempli de soleil. Enfin, j'ai eu une espèce de souvenir comme ça incroyable. Plutôt positif? Oui, 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 tout à fait. En plus, je sais pas comment ils choisissent ces anesthésistes à Ambroise Paré, mais c'est des bombes. J'ai l'impression qu'ils ont déposé leur surf d'il y a 5 minutes. Ça aide un peu. Oui, oui, oui. Je me fais opérer et quand je me réveille en salle de réveil, je n'ose pas toucher mon ventre. La première question que je pose, c'est: «Est-ce que j'ai une stomie?» Tu vois, complètement dans le gaz et j'entends au loin quelqu'un qui me dit: «Oui». La première chose auquel je pense, c'est: «Il va donc falloir que je me fasse réopérer» parce qu'à un moment, il faut la retirer. Le chirurgien est venu me voir d'ailleurs, en salle de réveil et il m'a dit: «Je ne sais pas si vous vous souviendrez de cette conversation, mais j'ai fait une stomie, j'étais à la limite, mais j'ai pas voulu prendre de risques. En revanche, j'ai bien enlevé le ganglion et voilà, tout s'est bien passé, quoi». OK. J'ai eu aucune douleur à part à cause du gaz de la cœlioscopie. Bon, j'étais dans une espèce de bulle, je me suis ôté toute réflexion par rapport à tout le reste qui pouvait se passer, c'est-à-dire qu'effectivement ce ganglion, je savais très, très bien ce que ça sous-entendait. Mon chirurgien n'arrêtait pas de dire: «Mais il y a plus de chances qu'il soit sain que pas, et cetera». Mmh. J'évacue tout ça, j'apprends à m'occuper de cette Mmh mh. stomie, je l'affronte, je la regarde, franchement c'est rien, c'est un bout de muqueuse qui sort de ton ventre, enfin je Mmh. veux dire comme ce que tu as dans la bouche, Mmh. enfin et je vis assez sereinement, l'opération. Je reste, hospitalisée 5 jours et je rentre chez moi en forme et le lendemain je m'écroule. De quoi? De fatigue ou De tout en fait, d'émotion quand même? oui, de réaliser ce qui est en train de se passer. En plus, le chirurgien a beau me dire que, il y a plus de chances que le ganglion soit sain, je n'y crois pas une seule seconde. Les 10 les tout ça, t'arrêtes. C'est fini, exactement et même, je le vis un peu comme une insulte à mon intelligence en fait. C'est un ganglion qui fait 1 centimètre, qui est juste à côté d'une lésion qui était cancéreuse, d'où il est sain, quoi. Ton cerveau, il a envie de s'accrocher au positif, donc c'est une lutte avec moi-même. En plus, ma tante, la sœur de ma mère que j'adorais, est décédée pile au moment où j'étais, en train de me faire opérer. C'est le premier SMS que j'ai lu en rentrant dans ma chambre et pareil, j'avais évacué ça, pendant que j'étais à l'hôpital et là, tout me tombe dessus, quoi. Cette période-là, je pense que c'est la période qui a été la plus difficile, psychologiquement, en tout cas. Mmh. Bah, finalement, est-ce que c'est pas la période de l'acceptation de la maladie tout simplement, non? Tout va en escalade, hein, tu Oui, vois? mais c'est ça. Je suis un chemin et à chaque fois je me dis: «Mais c'est jusqu'où ça va aller?» Mais là, surtout, je prends conscience que je passe d'un stade 1, si ce ganglion est malade, à un stade 3 et que je vais avoir de la chimio. Et en plus, je trouve que c'est une période dans laquelle tu te retrouves très, 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 très seule parce qu'il se passe beaucoup de choses dans ta tête.
la peur de la mort, enfin même de te dire est-ce que j'ai envie de faire ce traitement ou pas, est-ce que, enfin tu vois, je veux dire, il y a plein de choses qui te passent qui me sont passées par la tête. Tu t'endors le soir et tu te dis mais si je pouvais ne pas me réveiller, ça me permettrait de pas vivre toute cette galère qui arrive. Et tu peux en parler à personne. D'abord parce que tu peux pas faire porter ça à ton entourage. Personne n'a envie de t'entendre dire que t'as peur de mourir. Et là, cette espèce de sensation de quitter le monde, je me le prends de plein fouet, quoi. J'ai l'impression d'avoir basculé sur une autre rive. C'est-à-dire que je suis sur la rive avec les gens qui ont un post-it sur le front où il est écrit en sursis. Et tout le monde te renvoie ça en plus. Tu veux dire ton entourage ou les gens? Oui, l'entourage, les amis qui commencent à pencher la tête sur le côté, on te demande... en te demandant ça va. C'est moqueur, mais ça ne l'est pas parce que les maladresses en début de maladie, ça touche beaucoup. Après, ça n'a vraiment plus aucune importance. Les gens font ce qu'ils peuvent et c'est pas simple. Et donc, je me dis, bon, par contre, la chimio, je veux pas la faire à cet endroit-là. C'est que, en fait, avec l'annonce du cancer, t'as l'impression de rentrer dans une immense machine que tu contrôles plus du tout, quoi. T'as ta généraliste que tu connais à peine parce que j'étais jamais malade, qui t'envoie vers une gastro que tu connais pas du tout, qui t'envoie vers un chirurgien que tu connais pas du tout. Et je me dis, l'étape suivante avec l'oncologue, lui, je veux le choisir parce que on va passer des années ensemble. On est au mois de mai, les réunions de concertation pluridisciplinaire, tout ça tombe pile des jours fériés. Je sais que ça va prendre du temps. J'avais rendez-vous dans 1 mois avec le chirurgien et il m'avait dit si on vous appelle pas avant, c'est qu'il n'y a rien. Donc je savais qu'ils allaient m'appeler. Donc je calcule le truc et je me dis s'ils m'appellent ce vendredi, c'est qu'il y a un truc. Et ce vendredi-là, ils m'ont appelé. Oh, t'es forte en fait, hein, vraiment. Je pense que tu te renseignes, tu t'informes énormément. Par exemple, là, ne serait-ce que pour savoir la date des réunions des RCP, t'es pas dans le flou. Moi, par exemple, ma technique, c'était le flou total. Tu vois, je ne voulais absolument pas savoir, comprendre quoi que ce soit. Et ça m'a aidée. Mais en fait, moi, c'est quelque chose qui m'a posé problème, c'est qu'on met très peu de mots sur les choses. Et pour moi, c'était hyper important d'avoir des mots, de savoir, d'être dans le rationnel. Et en plus, peut-être que d'être dans l'hyper-rationnel, ça me permettait d'être moins dans l'émotionnel, tu vois. Donc, le chirurgien m'appelle et il me dit, donc on a les résultats de la napate, vous avez 2 ganglions touchés. Donc en fait, c'est pas 1, c'est 2. Et en fait, j'ai une espèce de sensation, tu sais, je suis partie d'un polype d'1 centimètre, 10% de risque, d'une escalade comme ça, tu vois, qui n'en finit plus. Et je me dis, mais ça va aller jusqu'où, quoi, tu vois. Il me dit, vous allez faire 3 mois de chimio, 4 cures. Donc là, je suis liquide, livide. Mais ça, au téléphone, non. Au téléphone. Oui, mais décidément. Enfin, toi, ouais, mais ça tu me t'en dérange fous, pas. Franchement, je préfère qu'ils me le disent par téléphone que je me tape 2 heures de transport. Okay. Et que au retour, je regarde tous ces gens qui vont vivre leur vie légère. Qui vont très bien. Tu vois, ouais, c'est ça. Qui préparent les courses pour aller dîner et tout. Ça fait un peu cet effet-là, tu trouves pas? Le monde extérieur, les gens qui continuent leur vie, qui vont chercher les enfants à l'école. Et t'es plus dedans, en fait. Non. Enfin, pas de côté. Ouais. C'est ça. Et donc, je lui dis, je vais pas faire la chimio là. J'ai des copains qui bossent à Saint-Louis, notamment en onco. C'est des gens que j'apprécie énormément. Ils vont m'envoyer vers la bonne personne, etc. Il me dit, écoutez, vous faites ce que vous voulez, mais je vous demande de voir au moins une seule fois cet oncologue. Et je dis, ok. Tout a mis un temps fou, mais là, 2 heures après, le cabinet d'oncologie m'appelle. J'ai rendez-vous 2 jours après. Et je me dis, je vais lui laisser une chance. Ouais. Je commence à faire quelques recherches et je regarde quelques interviews qu'il a données, tu vois, notamment sur le cancer du côlon. Je comprends tout, tout était clair. Et puis je regarde une conférence qu'il a donnée et en fait, à la fin, il dit une phrase qui me fait tellement de bien et qui me porte encore aujourd'hui et qui m'a porté pendant toute la maladie, qui est une phrase d'une simplicité incroyable, parce que tout le monde le sait, c'est qu'il dit, parfois, à un moment donné, on n'a plus de traitement, c'est la fin de la vie, mais tout le monde va mourir un jour. Et en fait, ça me réhabilite avec tout le genre humain. C'est que ce n'est plus moi qui suis sur la rive d'en face avec mon post-it sur le front. On va tous mourir. Exactement. Je me dis, ok, peut-être ça va être plus court pour moi. Peut-être que je sais déjà de quoi je vais mourir. Mais en fait, je ne suis pas différente des autres. C'est juste que les autres, ils vivent comme si ça n'arrivera jamais. Et c'est tant mieux pour eux. Mais c'est tellement vrai, ça. S'approprier cette nouvelle, ça change la donne. Nous, on gagne cette conscience, en fait. Est-ce que c'est du plus, selon toi? Ah bah oui, c'est du plus, parce que d'un coup, la vie, c'est plus un dû, ça devient un cadeau, quoi. Mais il n'y a pas que ça. Une fois réhabilitée avec moi-même par rapport à la perspective de la mort, je me rends compte que bien au-delà de la mort, ce qui me fait beaucoup plus peur,
C'est le chemin pour y arriver. Je croyais que tu allais dire c'est de vomir. Non, ça aurait pu. Mais oui, c'est le chemin pour y arriver. Enfin, tu vois, je me dis, la mort, c'est un peu comme une anesthésie générale. Moi, j'aime bien ce moment où on s'endort au moment de l'anesthésie générale. C'est du on-off, quoi. Mais le chemin, oui, il n'est pas simple, quoi. Je vais pouvoir faire équipe avec cet oncologue, quoi. J'ai rendez-vous avec lui en visio aussi, parce qu'il y avait la grève des transports. Il me dit tout de suite, vous n'allez pas perdre vos cheveux, enfin en tout cas pas plus d'un tiers. Je fais quelques blagues, un peu d'humour noir, il rigole, tu vois. Donc je sens qu'il se met dans ma roue, mais je sens qu'il est en train d'essayer de m'emmener vers un truc, quoi. Il attend parce que je suis pas prête. Il va pas au bout du truc, c'est ça? Je sens qu'on tourne autour de quelque chose. Et en fait, au bout d'un moment, je lui dis, mais docteur, on n'a pas parlé de durée là. Et il me dit, en fait, vous allez faire 12 cures de chimio pendant 6 mois. Donc, on me donne le traitement, la totale, quoi. Donc là, je fais, non, mais c'est pas possible, quoi. On a encore franchi une étape. C'est encore une marche de plus, ouais. Ouais, c'est une marche de plus. Donc là, bon, je suis complètement abattue, quoi. Je lui dis, mais 6 mois. Il me dit, mais 6 mois, c'est quoi dans une vie, en fait? Je lui dis, oui, mais c'est 6 mois qui vont paraître 12 ans. Pas 12 mois, 12 ans. Là, il me dit oui, mais l'objectif, c'est que vous puissiez être tranquille pour les 40 années à venir. Je lui dis non, mais docteur, je vous en demande pas tant. J'ai 55 ans. Il me dit bon, 20. Je lui dis non, 20, c'est trop peu, par contre. Enfin, bon, bref. Et donc, bon, pose du pack, très vite derrière, la chimio commence, et cet oncologue, je suis presque émue, en fait, de t'en parler. Enfin, j'ai eu l'impression de m'être accrochée à une bouée, et que lui l'a tirée. Souvent, j'entends les gens dire « l'annonce m'a fracassée, j'étais raide par terre ». Et puis après, je me suis dit « on part au combat, on y va, on va le battre ce crabe ». Moi, j'ai jamais vécu ça. D'accord. Moi, j'ai eu aucun courage. Enfin, tu vois, tout m'a foutu la trouille. La chimio, j'aurais fait, les gars, là, démerdez-vous, en fait. C'est moi, ok, j'encaisse, aidez-moi à l'encaisser, mais c'est au-dessus de ce que je peux supporter. Paradoxalement, j'avais aucun courage. Mais je me sentais avec une force de dingue. Donc je viens, c'est 3 heures en hôpital le jour, et puis je repars avec une bonbonne pendant 48 heures. Et puis, chez toi? Chez moi. Et donc on avait convenu avec le chirurgien que je faisais 3 séances de chimio, ensuite on m'enlevait la stomie, 15 jours après je reprenais la chimio et je repartais pour mon tunnel jusqu'en novembre. Ça avait l'air d'être beaucoup, quoi. Chimio plus opération, en fait, de remise en continuité. Oui, ça avait l'air d'être beaucoup. J'aurais pu continuer jusqu'à la fin de la chimio et puis derrière me faire opérer. Donc je me fais opérer, opération beaucoup moins lourde, 3 jours d'hospitalisation. Et en fait, le lendemain de l'opération, je vais super mal, quoi. Je fais un malaise, je déborde de partout. J'ai des espèces de crises de tétanie dans l'abdomen hyper étranges. Enfin, je me sens vraiment, vraiment pas bien. Mais je suis dans un état de faiblesse, mais de dingue, quoi. Et le kiné passe le matin, il me dit « Allez, madame, faut se lever, faut aller se promener dans les couloirs et tout. » Et je fais « Non, je peux pas. » Le mec s'énerve, il me dit « J'ai 15 ans d'expérience, c'est ça qu'il faut faire. » Et je lui dis « J'ai 55 ans d'expérience dans ce corps, il ne peut pas se mettre debout. » Il finit par lâcher l'affaire en regardant mes mains, et il me dit « Vous avez les mains très très blanches. » Je finis quand même par me lever pour aller me laver, traîner par les soignantes. Je me vois encore devant cette glace, tu vois. Je me dis, mais c'est qui cette pauvre fille qui vraiment est dans un état pitoyable? Je devais faire, 47 kilos à ce moment-là, tu vois. Et donc, je me recouche. Je me dis, là, ils vont me laisser tranquille. Et 2 heures après, je vois 5 personnes débarquer dans la chambre. Vous faites une hémorragie interne. Vous êtes à 3,5 d'hémoglobine. Il faut être à 12. Et on va vous transfuser. Surtout, vous ne bougez plus. Très honnêtement, je ne sais pas à quel point ma vie a été en danger à ce moment-là. Je sais qu'on m'a demandé si on voulait que j'appelle mon mari, donc j'ai dit est-ce qu'il peut servir à quelque chose. Ils m'ont dit non, je vais aller foutre la paix. Enfin, ça s'est résolu tout seul, quoi. On m'a pas réopéré en tout cas. Donc je rentre chez moi 8 jours après, et 48 heures après, j'ai 42 fièvres. Et en fait, c'est très très étonnant parce qu'il y a un stade où tu es dans un tel état que tu ne prends plus de décision, quoi. Je n'ai rien dit à mon mari. Je n'ai rien dit aux infirmiers qui sont venus le soir. Je les ai entendus en partant dire à mon mari « Elle va pas bien du tout. Si demain ça va pas mieux, c'est les urgences. » Alors que tu savais qu'il fallait... Faire une prise de sang.
Le lendemain, mon mari me dit, écoute, ça a pas l'air d'aller mieux, il faut que tu recontactes l'hôpital, etc. Je lui dis, non, mais t'inquiète, j'ai appelé le chirurgien, il faut que je fasse une prise de sang, mais là, je peux pas y aller. Il me dit, non, mais attends, c'est une plaisanterie. Donc, il se démerde pour me trouver une infirmière qui vient faire la prise de sang, etc. Et 3 heures après, le labo appelle et il dit, il faut qu'elle aille immédiatement aux urgences. Elle a une CRP, ça calcule le taux d'inflammation de l'organisme qui est à 380, il faut être en dessous de 5. Donc, il y a une infection sévère et il faut absolument qu'elle se fasse hospitaliser. Donc, je retourne à l'hôpital et effectivement, je faisais une péritonite. Mais alors, tu vois, dans ces histoires de termes, c'est que ce mot-là, j'ai réussi à l'arracher par le mec qui m'a mis un drain. Mais mon chirurgien a toujours parlé de collection. Au moment où le labo appelle, en fait, là, il y a une urgence, il n'y a pas une panique. Mais non, mais moi, j'ai zéro panique. Enfin, j'en suis plus là, en fait. Ça veut dire quoi? T'en es où, du coup? T'en es à laisser... Non, mais il n'y a même pas cette réflexion. C'est juste, je suis dans un tel état de fatigue, d'épuisement. Enfin, tu vois, j'ai encore dû perdre 2 kilos, je pense, à ce moment-là. Que tout ça n'a plus d'importance, en fait. Mais ce qu'on entend, là, c'est que tu te laisserais, quoi. Je pense, quand tu passes un certain cap... Tu lâches. Tu lâches, ouais. Donc j'étais hospitalisée 15 jours, on m'a posé des drains, antibiotiques, machin, etc. Je rentre chez moi et 3 jours après, 42 fièvres. Oh là là. Donc en fait, je récidive, on me refait hospitaliser 15 jours. Donc en fait, j'aurais passé 5 semaines à l'hôpital. Et puis là, par contre, je commence à dire, les gars, il faut que je reprenne la chimio. Là. Mais c'est ce que j'allais te dire. Normalement, t'es sous chimio, en fait. Mais oui. Et donc en fait, je fais une pause de 2 mois de chimio. D'accord. Et à la question, docteur, est-ce qu'il y a une perte de chance d'avoir fait une pause aussi longue? Il me répond, je ne sais pas. Ce qui scelle définitivement ma confiance en lui, en fait. Parce que je me dis, il me parle vrai, en fait. Alors, je fais 42 kilos. Hein. Je suis à peine capable de faire 3 maisons à côté de chez moi. Mais c'est là que je dis que je sens une énorme force, c'est que tous les jours, je vais un peu plus loin, je fais le tour du pâté de maison, puis je reprends la chimio 15 jours après, et là, je me raccroche à la bouée de mon oncologue qui me tire. Tous les 15 jours, j'ai rendez-vous avec lui pour faire le point et tout ça, et chaque fois, je me dis, peut-être il va me dire qu'on va arrêter. Tu espérais? Ah, j'ai toujours eu l'espoir qu'on arrête. Ouais. La chimio avant. Oui. T'avais pas envie d'aller au bout, justement? Ah non, c'était pas que je voulais pas aller au bout, c'est qu'on se rendait compte, finalement, que j'avais pas besoin de tout ça. Et chaque fois, je lui disais, docteur, on va peut-être arrêter. Il me disait, ah, vous savez, je suis très dur en affaires. Il a été d'une fermeté incroyable. C'est-à-dire que vraiment, il m'a tenu, quoi. Et en même temps, tout ce qui pouvait m'aider à vivre ça mieux, il l'a fait. Enfin, tu vois, quand je lui disais, j'en peux plus, les gens me disent que je suis maigre, machin, etc., il me disait, bon, alors déjà, vous vous préoccupez plus de votre poids, vous arrêtez de vous peser, et les gens qui vous disent que vous avez perdu du poids, vous les voyez plus. Donc, les séances se passent. Qu'est-ce que t'as ressenti Ouais, alors j'en parle pas trop parce qu'en fait, j'ai encore du mal à me plonger vraiment dedans. Ça me met quand même encore assez mal à l'aise. Je crois que le moment le plus difficile, c'est le trajet de retour. Pour moi, c'était insupportable, ce trajet en voiture. J'étais d'une humeur exécrable. J'ai eu vraiment une chance énorme parce que mon mari est venu à toutes les séances de chimio et il travaillait dans la cafette pendant, et ça, je le remercierai jamais assez. Je ne me voyais pas du tout prendre un taxi derrière. C'était quoi les symptômes? Ça déclenche une ultra-sensibilité au froid. Au début, c'était l'été, mais après, je me suis avancée dans l'hiver. Tu peux plus laver les mains à l'eau froide, sinon t'as une sensation de comme quand t'as eu les doigts complètement gelés et qui se réveillent, tu vois, avec des picotements hyper forts. Tu peux plus mettre les mains dans le frigo. Et puis neuropathie. Il m'en reste d'ailleurs. Enfin, le petit doigt là, il est pas complètement réveillé, mais il dormait complètement pendant tout ce temps. Et tout ce qui est mal de mer, vomi et tout. Alors j'ai jamais vomi, mais j'ai eu la totale. En matière de médicaments préventifs. Tu ratais pas le coche, quoi. Non, puis chaque fois je leur demandais plus. T'es bien précise sur les... Ok. Voilà. Et il y a quand même une donnée supplémentaire, c'est que pendant que j'étais hospitalisée au mois d'août, l'entreprise pour laquelle je travaillais a fait faillite. Donc en plus, je me retrouvais sans boulot. Donc là, je trouvais quand même que les scénaristes s'acharnaient un petit peu sur mon personnage. Je vais me retrouver sortie de chimio, 56 ans, pas de boulot... Ça fait un peu beaucoup, là. Ouais, ça fait beaucoup. Surtout que je me suis vraiment mise la pression et j'ai commencé à faire des entretiens pendant que j'étais en chimio et c'était complètement schizophrénique parce que ils me demandaient à partir de quand vous serez libre et je disais début février.
Ma dernière chimio, c'était le 31 janvier. C'est parce que tu avais peur. Et justement, ça m'amène sur le sujet de la peur. Enfin, est-ce que tu as eu peur et est-ce que tu as encore peur? Ma plus grande peur était qu'on me découvre quelque chose de plus grave pendant la chimio et que je n'ai plus jamais de ma vie droit à une vie en temps mort, quoi. Je veux dire, sans traitement et tout ça. Ça, c'était ma hantise. Et j'ai fait un scan en octobre. Et j'étais vraiment paniquée parce que je me suis dit, si là, il me trouve des métastases au foie, ça veut dire que je vais enchaîner direct et j'aurai pas de temps mort. Vraiment, la peur, c'est qu'on me revole ma vie. Je veux dire, j'ai vraiment l'impression qu'on m'a volé ma vie pendant 1 an. Et je suis sortie de la chimio, mais dans un état d'euphorie, mais tu peux même pas imaginer, quoi. J'ai un souvenir hyper précis du premier week-end qui a suivi la dernière chimio. J'étais seule ce week-end-là, il faisait super beau. Enfin, moi, j'ai vécu avec la musique dans mon entourage et dans mon métier. Et je n'ai pas pu écouter de musique pendant 1 an. C'est trop émotionnel, la musique, pour moi, et je voulais pas en rajouter une couche. Là, j'ai mis la musique à fond dans la baraque. Je me suis assise par terre et j'ai tout trié. Les médicaments, les restes de matériel de stomie. J'ai fait des sacs, récupéré cette boîte jaune et rouge là, dans laquelle on met les seringues. Et je suis allée à la pharmacie et je suis allée tout leur donner, quoi. Et ils m'ont dit, vous voulez une nouvelle petite boîte rouge et jaune? Et j'ai fait, non. Et en fait, je suis partie dans une espèce de truc, mais complètement fou, quoi, où je me levais le matin, j'allais promener mes chiens pendant 2 heures, je cherchais du boulot à fond. J'avais déjà recommencé le sport avant, mais là, je suis partie à fond dans le sport, et puis, bam, j'allais déjeuner avec mes potes, je rentrais, je disais, ok, il se passe quoi là maintenant? Mon mari me disait, ils auraient dû te laisser le bracelet à l'hôpital, parce que je suis pas sûre qu'il m'ait rendu ma femme. Et besoin de vivre. Mais c'était, mais fou, quoi. Et ça a duré, ça a duré des mois. Un truc un peu festif, quoi, c'est ça? Ah oui, mais tout était dingue, quoi. C'est comme s'il y avait un rehausseur de goût. J'avais l'impression de revivre tout pour la première fois, avec la même magie que la première fois. Et puis, je m'étais pas trop baladée dans Paris pendant toute la période de la chimio. Tout avait changé. Des quartiers que je connaissais, il y avait plein de pistes cyclables, de trucs. Mais vraiment, ça a duré hyper longtemps. Et donc, j'ai retrouvé du boulot 15 jours après la fin de la chimio. J'ai repris le boulot à plein temps avec des gens qui savaient rien, 5 semaines après. Oh my God. Vraiment, je considère avoir eu une chance incroyable d'avoir récupéré aussi vite, quoi. Je suis hallucinée à quel point mon organisme a récupéré aussi vite. T'as décidé de récupérer ta vie. Il n'y a pas grand monde qui rebosse 1 mois et demi après. Mais parce que les gens récupèrent leur boulot, donc tu prends en mi-temps thérapeutique. Moi, j'avais pas le choix. Et puis en plus, là, il n'y avait pas 0 télétravail. En plus, c'était un secteur qui n'était pas tout à fait le mien, donc j'avais 1000 trucs à apprendre. Mais j'arrivais tous les matins, genre bonjour. Je me demande comment ils m'ont perçu à l'arrivée, quoi. Tu vois, je passais dans tous les bureaux, salut. J'étais sur le quai du RER, genre retard du RER pendant 1/4 d'heure, pas grave. Hein. C'est trop bien de travailler. Enfin, j'étais vraiment dans une espèce d'état. La conscience du cadeau, quoi. C'est ce que tu Oui, dis. c'est ça. C'était fou. Et ça a duré comme ça jusqu'en septembre. Et en septembre, j'ai eu le Covid, qui m'a cloué au lit pendant 3 jours, rien de grave. Mais en fait, là, ça m'a rappelé des mauvais souvenirs et surtout, ça m'a rappelé qu'on pouvait être malade. Et du coup, les choses sont plus douces. Mais quand même avec cette espèce d'appétit complètement fou, quoi. Et toujours? Ouais, toujours. De observer le monde comme je ne l'ai jamais observé. Enfin, tu vois, des fois, moi, je faisais le trajet de chez moi à mon boulot. Je me souvenais même plus que j'étais descendue à la station où j'avais changé de station. Donc, tu es complètement dans ta bulle ailleurs. Et là, j'observe tout, quoi. Donc la peur, ça serait qu'à nouveau on te vole. Et est-ce que tu y penses ou... Enfin, parce que tu fais des checks, j'imagine, réguliers. J'ai jamais été quelqu'un très fort en projection dans l'avenir. Enfin, tu vois, j'étais intermittente pendant 25 ans. Pour moi, l'avenir, c'était trop flippant. Donc, j'ai appris à ne pas penser à plus de 3 mois. Donc, j'arrive très, très bien à ne pas me projeter dans l'avenir. Là où c'est plus compliqué, c'est que je fais des plannings, tu vois, dans mon boulot, qui m'emmènent en mars. Et là, je suis obligée de me projeter et je ne peux pas m'empêcher de me dire, au fond, j'en sais rien si je serais là pour faire ce taf en mars. Donc ça, c'est désagréable parce que ça me force à me projeter dans l'avenir. Mais sinon, là, j'ai un scanner dans 15 jours. Je suis un peu en descente. Je fais un peu moins la fière. Enfin, tu vois, par exemple, le 31 décembre, je voudrais faire une grosse fête chez moi parce que l'année dernière, c'était un jour de chimio pour moi. Mais j'ai encore invité personne.
T'attends le scan? J'attends le scan. Bien sûr. Exactement. Ouais. Et le jour du scan, ça se passe comment pour toi? Le truc, c'est que ça me donne la chance de pouvoir être peinard encore pendant 4 mois, quoi. Je viens remettre ma pièce dans le jukebox et tant que je gagne, je rejoue. C'est ça! Tu vois. Et je rejoue à fond, quoi, tu vois. Est-ce que cette histoire, en fait, t'a amené à faire des renoncements ou des choses que tu peux plus? Dans les effets secondaires des traitements, c'est la nourriture, pour moi, c'est un truc qui n'existe plus, quoi. Je supporte plus les légumes, enfin, tu vois, alors que je mangeais que ça, tout ce qui est des fibres pose problème, donc la nourriture, c'est devenu pour nourrir mon corps. Je n'ai plus aucun plaisir dans la nourriture. Mais c'est pas grave. Mais oui, c'est pas grave. Non. Mais il faut juste l'accepter. C'est toujours pareil. Oui, voilà. En fait, c'est tout est une question d'adaptation, acceptation. Là, c'est facile pour moi de le dire parce que je suis pas en traitement. C'est beaucoup plus difficile quand on est dedans. Enfin, tu vois. De devoir accepter, tu veux dire? Oui. Puis de s'adapter. Enfin, de toute façon, t'as pas le choix en vrai. Le pourquoi en 2 mots, est-ce que cette maladie a transformé ta vie et est-ce que presque tu pourrais lui donner un sens à ce qui t'est arrivé? Alors donner un sens à ce qui m'est arrivé, franchement, je trouve ça assez complexe parce que est-ce que c'est pas complètement insensé de devoir payer un prix aussi cher pour vivre? J'ai pas de réponse. Après que ça change des choses, bien sûr, c'est-à-dire que quand la peur fondamentale avec laquelle tu dois dealer tous les jours, c'est la peur de la mort, mais toutes les autres peurs, elles prennent une dimension quand même qui est vraiment toute petite. Enfin, moi, ça m'a à la fois complètement libérée d'un poids énorme. Je me sens beaucoup plus légère, je vais beaucoup mieux, enfin, j'allais pas mal avant, mais je vais beaucoup mieux que je n'allais avant. En revanche, il y a quand même une ombre qui te suit. Et ça, l'entourage a beaucoup de mal à le comprendre. Enfin, tu vois, des fois, tu lis des bouquins qui parle de cancer, je participe à ce podcast, ou tu regardes un film qui parle de ça, et ton entourage te dit non mais vraiment t'as envie de te recoller là-dedans, et tu te dis mais je me recolle dans rien en fait, c'est ma vie quoi. Cette ombre, elle est là, elle est plus ou moins présente, mais c'est pas une ombre qui fait peur, mais c'est quelque chose qui fait partie de moi en fait. Qui est tout le temps là. Oui, pas tout le temps, j'oublie. Mais il n'y a pas une journée où j'y pense pas. Et quand je dis c'est plusieurs fois par jour, enfin, je veux dire, c'est une conscience permanente. Et la conscience, évidemment, de la finitude. C'est qui fait complètement basculer la vie. C'est-à-dire que il n'y a plus l'espace dans ma vie pour j'ai pas le temps ou j'ai tout le temps. C'est maintenant. Tous les gens avec qui, depuis 3 ans, on se dit oh là là, mais il faudrait qu'on soit, ah ouais, c'est trop con, on s'est pas vu depuis super longtemps. Et puis finalement, 3 ans plus tard, on s'est pas revus. Là, je les appelle, je leur dis, ok, donne-moi tes dates. Je m'adapte. Enfin oui, ça change tout, quoi. Tu nous as beaucoup parlé de minimiser, de pas parler. Et là, maintenant que tu fais justement ce podcast, est-ce qu'il y a une ouverture à ça, tu vois, à toi, à ton nouveau toi? Non, en fait, j'en ai pas parlé. Une acceptation? Tu sais, c'est très drôle. Pendant toute l'année de ce traitement, j'ai pensé à toi. Et je savais qu'à un moment donné, je t'enverrais un SMS en te disant « Magali, on m'a diagnostiqué un cancer du côlon. Sache que tes podcasts m'ont beaucoup aidé. » Et en fait, je ne pouvais pas écrire « On m'a diagnostiqué un cancer du côlon ». Il a fallu que le traitement soit terminé pour que je t'envoie ce message. Effectivement, c'était difficile à intégrer, mais j'en ai pas parlé parce que j'avais pas de boulot. Enfin, je voulais pas que ce soit ma mort professionnelle, tu vois. Maintenant, ça fait quand même 9 mois que je suis dans cette entreprise. Personne ne sait. Après, mon entourage est au courant, le cercle un peu plus élargi, mais surtout, je me voyais pas appeler les gens en lui disant « Allô, tu sais quoi, j'ai un cancer ». Les gens que j'ai pas eu au téléphone pendant cette année-là, je leur ai pas dit. J'ai pas appelé les gens pour. Les gens qui m'ont appelé pendant cette période-là, je leur ai dit. Tout en disant, si c'était des gens dans ma sphère professionnelle, ébruite quand même pas trop l'histoire parce que je vais chercher du boulot derrière, quoi. Et j'ai des amis qui ont vraiment rien dit, que j'ai revu il y a pas longtemps, et j'aurais dit, ça y est, c'est bon, tu peux en parler. Mais oui, puis c'était une façon aussi de penser pouvoir contrôler mon récit, tu vois, jusqu'au moment où tu te rends compte que ton récit, tu le contrôles absolument pas, parce qu'on parle de toi à l'apéro, quoi. Ça fait partie des raisons pour lesquelles on a envie de se réapproprier. C'est ça, exactement. C'est là, finalement, m'exprimer, c'est dire, bon, voilà, les gars, maintenant c'est dit. Vous la prendrez pas par quelqu'un d'autre. Et puis, si j'ai envie de le raconter, j'ai même plus besoin de le raconter. Je te donnerai ton lien de podcast, tu vois. Exactement.
Ça fait du bien de se réapproprier la personne, enfin son histoire et la personne qu'on est devenue finalement. Oui, après ça me définit pas. Mais en fait, ce qui était très dur pour moi, c'est que c'était un tabou et je pouvais pas le dire parce que j'avais peur de pas retrouver de boulot. Et ça c'était compliqué. C'est pas une peur sans raison, quoi, en fait. Mais non, puis il faut être honnête. Moi-même, je n'avais aucune idée de comment, physiquement parlant, j'allais pouvoir tenir le choc, quoi. Et ça a marché. Et ça a marché, ouais. Bravo. Merci beaucoup pour la précision et en même temps la profondeur de ce que tu nous as dit aujourd'hui, qu'on n'avait pas encore effleuré sur d'autres épisodes. La seule question que je me pose encore, c'est la différence entre la force et le courage. Tout m'a terrorisée, quoi. Ouais, mais on peut être fort et avoir peur, quoi. D'ailleurs, c'est souvent ça, quoi. Oui, puis moi, je me suis pas battue contre un cancer. Mon oncologue s'est battu contre ce truc qui était à l'intérieur de moi, tu vois. Moi, j'ai laissé faire. C'est en sens ça que j'ai dit que j'avais pas de courage. Merci beaucoup, Sandrine. De rien, avec plaisir. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vraiment nous aider à le rendre plus visible en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast et en rédigeant votre commentaire. Merci.